Notre institut organise une conférence le 25 novembre qui s'intitule « Crise du capitalisme et transformation du travail » et qui se tient donc à la Bourse du Travail, dans la grande salle en bas, à 17h. Alors, cette idée de conférence est venue lors de plusieurs débats de l'Institut, où il a semblé très important de revenir sur la profondeur de la crise du capitalisme actuel, en lien bien sûr avec les crises précédentes, puisqu'on fait toujours le lien entre l'histoire sociale et l'actuelle, pour tirer des enseignements utiles dans le cadre aujourd'hui des transformations du travail profondes qui sont liées à la révolution numérique. Alors cette conférence, on l'a préparée par des rencontres avec de nombreux syndicats, et puis le livre d'André Praune, dans la collection de notre IHS, qui s'intitule « Crise du capitalisme, mutation technologique et transformation du travail ». Donc ce livre, c'est un outil, à la fois pour préparer la conférence, c'est un outil également post-conférence, pour armer les militants aujourd'hui, pour la compréhension de l'ampleur, de la gravité de la situation à travers la crise du capitalisme, et également pouvoir mieux comprendre les mutations technologiques en cours, les conséquences pour les salariés, avec en particulier deux exemples importants, le télétravail et l'intelligence artificielle, et les dangers de la désalarisation. Donc, le but de la conférence, à travers le débat qu'on va avoir, c'est de partir du vécu des salariés et, à travers leur expression, de tisser des pistes revendicatives que nous sommes en train d'ébaucher dans la CGT et encore plus dans son Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens, pour répondre aux exigences du moment, et à partir de là, être utile à l'élaboration d'une réflexion dans l'ensemble des syndicats, dans les entreprises, pour construire une démarche revendicative adaptée à la situation actuelle. Donc voilà le but de cette conférence qui est, comme d'habitude, en lien avec l'histoire sociale et totalement tournée vers l'avenir pour aider à la construction des luttes futures. Alors, je vais passer la parole à André, qui va présenter le livre, et puis ensuite j'interviendrai sur la contribution que moi j'ai faite dans le livre, qui est plus liée aux questions revendicatives qui en découlent. Oui, donc ce livre qui entend faire le lien entre crise du capitalisme, mutation technologique et transformation du travail, analyse la situation actuelle et les situations passées, au regard bien sûr de l'analyse de Marx. Mais je pense que ce qui est important aussi de souligner aujourd'hui, c'est que nous sommes arrivés en quelque sorte à une sorte de carrefour de l'histoire de la civilisation marchande. Pas seulement d'ailleurs du point de vue politique, économique et social, mais aussi du point de vue de la dégradation de notre environnement naturel, dont la Covid-19 est malheureusement un des terribles messagers. Par ailleurs, ce qu'il faut souligner, c'est que la crise financière et économique de 2008 n'est toujours pas soldée. Il n'est qu'à voir d'ailleurs l'explosion de la masse monétaire en France et dans le monde qui traduit une accumulation sans précédent des liquidités amassées par les plus riches. La crise de surproduction se matérialise donc par une crise d'accumulation des capitaux. Preuve année, c'est qu'il y a tellement trop d'argent en circulation que les taux d'intérêt sont devenus négatifs. C'est la première fois dans toute l'histoire, on pourrait dire, de la société marchande que nous sommes arrivés à une situation où les taux d'intérêt sont devenus négatifs, ce qui est le comble pour le système capitaliste. Donc de nouvelles bulles immobilières et bulles d'actions spéculatives sont à craindre, et c'est l'État et les banques centrales qui colmatent les brèches, donc ce qui laisse présager d'un avenir relativement sobre. Donc à ce stade,
Et bien que l'option fascisante ne constitue pas une seule réponse auquel la crise de la société capitaliste est confrontée, nous observons des indices forts qui tentent à montrer que cette option n'est pas pour autant écartée. Et les personnages obscurs comme Zemmour ne tombent pas du ciel, bien sûr, et traduisent bien donc cette question. Ce que j'appelle pour ma part le néofascisme rampant peut prendre d'ailleurs des formes très différentes et s'accommoder du système capitaliste dans son fonctionnement institutionnel. C'est le cas du Brésil, c'est le cas de la Hongrie, de la Pologne, enfin, et d'autres dont on parle moins, mais par exemple le Danemark, qui a aussi à l'intérieur, en son sein, des ministres qui sont d'extrême droite, etc. Donc on analyse un peu tout ça, et ce système, ce que j'appelle le néofascisme, est tout à fait capable de s'adapter aux structures politiques mises en place par les pseudo-démocraties capitalistes. Bon, les premiers impactés par ces régimes autoritaires sont bien entendu les travailleuses et les travailleurs. Voilà pourquoi donc écrire un livre sur des questions, sur la question des profondes mutations technologiques et des transformations du travail en direction des structures syndicales et des salariés, se devait de revenir donc sur ces bases théoriques qui expliquent donc la crise du système capitaliste, qui impacte la société et le monde du travail aujourd'hui. Alors donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'appuie sur l'analyse de Marx, qui nous montre, à travers l'accumulation sans fin des capitaux et la baisse tendancielle de profit, le défaut fondamental et non réformable d'un système immanquablement voué à la crise et à sa limite historique, du fait qu'il se trouve à un moment donné, et ça me paraît important de le souligner, en conflit avec les conditions mêmes de son propre développement. Voilà, et je crois que ça c'est important que les salariés puissent percevoir cette dialectique, je dirais, un peu infernale, dans la crise congénitale du système capitaliste. Ainsi, au cours de l'histoire, le capitalisme, donc, pour s'en sortir, a dû imaginer un certain nombre de ruses, sans pour autant arriver d'ailleurs à bloquer systématiquement ces crises systémiques, mais il s'y essaie, et ce livre donc tente d'en découvrir quelques exemples probants, à travers notamment le colonialisme, la barbarie, en passant par le taylorisme et le fordisme, qui sont deux formes majeures de l'organisation capitaliste du travail, mais aussi, et j'insiste particulièrement sur le livre, à travers le crédit, l'endettement, la financiarisation, mais aussi l'indemnisation dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, et dont des gars comme Zemmour sont actuellement les porteurs, tout en ce qui concerne la France. Mais aussi, j'aborde la question de l'accaparement des terres, les enjeux énergétiques, environnementaux, et ce que j'ai appelé, dans mes livres successifs, l'enjeu parabole, c'est-à-dire qui est une des formes technologiques et communicationnelles des plus sophistiquées pour asseoir son hégémonie culturelle. Et bon, là, on rejoint ce que disait Gramsci. Nous sommes non seulement dans un système qui est marqué par sa façon de fonctionner sur le plan économique, mais aussi il a besoin pour asseoir ses objectifs de profit, de conditionner en quelque sorte les salariés. C'est donc seulement à partir de ce cadre général que l'on peut analyser avec justesse la complexité des mutations technologiques. Voilà, bon. Ça me paraissait essentiel de repartir de ces bases fondamentales pour comprendre ce qui se passe plus précisément à travers les mutations technologiques. Alors bon, elles ne datent pas d'aujourd'hui, je dirais qu'elles sont même consécutives du système capitaliste, puisque le système capitaliste se met en place globalement en tant que système capitaliste à partir de la première révolution industrielle. Mais bon, là je passe rapidement, bien que le livre s'y étend un peu plus. Et j'en arrive donc à l'entrée des ordinateurs sur le marché dans les années 1970, jusqu'à la quatrième révolution technologique aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent quand même
dans ces mutations technologiques. Et cette quatrième révolution industrielle, en cours, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on va vers une sorte de rupture dans la manière de concevoir et d'organiser et de gérer le travail et la production. Rappelons aussi que ces innovations technologiques ont bondi de 356% depuis 2010. Certains observateurs y voient même un transfert radical du travail manuel vers le travail intellectuel, imaginant par là un possible post-capitalisme, ce que je ne partage absolument pas, car pour ma part, j'y vois plutôt une aliénante mutation cognitive, dans la mesure où, d'une part, l'exploitation humaine est toujours là, qu'il y ait un transfert du travail intellectuel partiel dans certaines tâches, ça n'empêche pas que ceux qui pratiquent ce travail le font sur la base de l'exploitation et de la subordination, donc le contrat de subordination, et d'autre part parce que ces profondes transformations du travail peuvent aller jusqu'à la disparition du salariat, voire même du travail vivant. Alors comment on peut y arriver? Par le fait que les robots aujourd'hui, à travers l'intelligence artificielle, sont en capacité de gérer eux-mêmes toutes les tâches de l'organisation du travail, de A à Z. Alors qu'avant, dans l'automatisation et la robotisation, on avait quand même toujours dans le processus de travail un certain nombre de salariés. Aujourd'hui, dans certaines usines, notamment en Chine, mais pas qu'en Chine, aux États-Unis, en Europe, etc., c'est comme ça aussi, nous avons des unités de production qui fonctionnent sans pratiquement aucun salarié, si ce n'est à des tâches de surveillance et de contrôle. Mais donc, on a bien là, à travers ce système d'intelligence artificielle, un outil capable, en quelque sorte, à travers du travail mort, on pourrait dire, mais de compenser, de fabriquer du travail vivant. Donc, on est devant ce paradoxe, devant cette complexité, et qui va bien entendu progressivement impacter de plus en plus le fonctionnement et l'organisation du travail. Alors, ce capital, donc je disais, il utilise un certain nombre de ruses. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'incapacité, comme je l'ai essayé de le montrer au début, de limiter la surproduction. Et donc, une accumulation sans fin fait qu'il faut là aussi qu'il trouve des moyens de gérer cette crise dans la mesure où il va y avoir, et il y a déjà, par la robotisation et l'intelligence artificielle, une transformation du travail et donc une baisse générale quand même du travail. Contrairement à ce qu'on avait imaginé, il y a bien un passage du travail manuel à un travail plus qualifié, mais ce travail qualifié d'une part change de nature et se réduit en nombre. Et d'autre part, on augmente effectivement le travail sous-qualifié. Alors le cas d'Amazon est tout à fait significatif. Chez Amazon, c'est la robotisation à fond. D'ailleurs, à la télévision, on nous montre comment fonctionnent ces unités. Et en bout de chaîne, eh bien, il y a ceux qui empaquettent, etc., donc qui font du travail qui est très peu qualifié. Alors bien sûr, dans le lot, la maintenance de la structure de l'entreprise nécessite aussi qu'il y ait certains techniciens, mais globalement, on est plutôt dans une phase où il y a en même temps qu'un transfert vers du travail qualifié moins nombreux, sous d'autres formes, et une augmentation du travail sous-qualifié, et globalement, une restriction du travail. Ça, il faut quand même le montrer. Et ça ne va que s'accélérant. Je me souviens, lors d'une conférence qu'on avait faite sur les conquis sociaux. Oui, les forces des conquis sociaux. J'avais déjà abordé cette... c'est pas mieux, ça fait 3 ou 4 ans. À peu près. 3 ans. Les camarades, j'avais déjà avancé cette problématique, je dirais, de l'intelligence artificielle, et force est de reconnaître que les camarades n'étaient pas encore préparés à ces idées et pensaient que j'étais
je dirais presque en train de rêver. Mais non, les choses s'accélèrent à une vitesse incroyable. Et alors, donc, ce que j'essaie de montrer dans ce livre aussi, c'est que malgré tout, il n'y a pas... ce n'est pas inéluctable, et il y a les moyens de peser et de travailler à faire en sorte que les choses changent. Voilà, alors donc, sachant qu'il va y avoir un problème sur l'emploi, qui est déjà fondamental, puisque nous annonce ici, alors les chiffres sont totalement pipés, hein. On nous annonce 3 millions de chômeurs, on ne prend pas en compte les 7 ou 8 millions de personnes qui sont dans des systèmes de petits boulots, de travail précaire, etc. Globalement, donc on est vraiment dans une crise de l'emploi comme nous ne l'avons jamais été. Donc, et qu'a imaginé, je parlais de Russe, donc qu'a imaginé le système capitaliste? Eh bien, il a imaginé le secteur du quaternaire, dont on parle très peu d'ailleurs, à mon grand regret, ce secteur du quaternaire, qui est finalement un secteur qui s'appuie essentiellement sur les plateformes collaboratives et qui remplace petit à petit du vrai travail salarié par des petits boulots, des emplois déqualifiés, mais souvent c'est des prestations de services, mais il faut savoir que ce secteur du quaternaire aujourd'hui représente déjà 2,5 millions de personnes, soit presque autant que l'ensemble des travailleurs du secteur industriel, qui sont à peu près 3 millions à 3 millions et demi. Donc c'est considérable, c'est considérable. Et ce secteur du quaternaire, petit à petit, donc, contribue, par les plateformes collaboratives, à créer de nouvelles formes de salariat, qui tendent même, à travers l'ubérisation aussi, à sortir carrément du système salarié. Alors il y a un deuxième aspect, c'est, et je trouve qu'on en parle peu, alors que les mécanismes sont déjà en place aujourd'hui, c'est le revenu universel. Le revenu universel aussi, c'est un moyen pour le capitalisme de gérer, je dirais, cette crise de l'emploi qui est inéluctable là, par l'utilisation de l'intelligence artificielle et des mutations technologiques, et qui fait qu'à un moment donné, le seul moyen qu'il va trouver, c'est de générer, je dirais, une espèce de sous-emploi à travers le revenu universel. Voilà, donc, bon, je ne m'étendrai pas plus. Alain donnera des exemples plus concrets. Moi, je vais essayer de montrer un peu la mécanique sur le plan théorique. Et donc, tout cela montre que les mécanismes de la crise font des technologies nouvelles et des transformations du travail de dangereux outils entre les mains du capital, alors qu'elles devraient, au contraire, être un moyen d'améliorer la condition humaine si c'était les travailleurs qui en possédaient les moyens. Voilà donc rapidement annoncé quelques aspects essentiels de ce livre qui ont pour but d'aider les salariés à faire grandir les luttes et l'action revendicative. Alors j'enchaîne sur ma contribution dans le livre, qui se veut justement le lien entre la réflexion profonde d'André et les problèmes que rencontrent les salariés aujourd'hui, et donc la responsabilité du mouvement syndical, et plus particulièrement celle de la CGT, d'apporter des éléments de réflexion et des réponses par des nouvelles pistes revendicatives. La première chose que je souligne, c'est que depuis déjà plusieurs décennies, le patronat, avec l'aide du gouvernement, a engagé, ça et là, une vaste entreprise de désalarisation. Alors moi, je l'ai vécu dans mes responsabilités syndicales d'avant, quand en 1993, Martine Aubry, alors ministre du Travail, a décidé de transformer le statut de VRP des femmes qui allaient faire des visites à domicile et qui vendaient par l'organisation de réunions de vente à domicile, par un statut VDI, vendeur à domicile indépendant, qui les transformait en petits commerçants ou prestataires de services. Ces femmes, du jour au lendemain, elles ont perdu leur statut de salarié, le statut de VRP,
mais elles ont perdu aussi toutes les garanties collectives qui allaient avec, c'est-à-dire la convention collective des VRP, et, pire encore, leur accès à la sécurité sociale et à la retraite, car cet accord avait stipulé qu'on pouvait accéder à la Sécu et aux retraites que si on avait gagné une certaine somme. Donc ça faisait la double peine. Il y avait à la fois le fait qu'on n'était plus salarié, mais que, y compris pour avoir le minimum de garantie collective, il fallait obtenir un certain salaire. Eh bien, ce qui s'est passé en 1993 s'est développé ensuite. Chirac, la notion d'employabilité, les missions de travail, qui sont de plus en plus des missions hors salariat, qui se sont développées. Quand on voit aujourd'hui que le développement de l'intelligence artificielle aux États-Unis développe des nouvelles activités, des gens à domicile qui font du codage et qui sont payés à la tâche, mais qui n'ont aucun statut de salarié, aucune garantie collective. Et ça se développe, et là, on aurait dit que c'était le sous-prolétariat à une époque, mais là ce sont des gens qui sont plongés dans la misère, qui travaillent à la tâche, qui font du codage à domicile. Alors, il y a aussi un très grand danger, et André l'a expliqué, à travers le danger et la possible disparition du travail vivant, de la disparition de tous les cadres intermédiaires, de la disparition d'un grand nombre d'emplois. Alors les experts disent, alors experts je mets entre guillemets parce que je me méfie toujours du mot expert, les experts disent aujourd'hui que dans les 10 ans à venir, 30 à 50% des emplois existants peuvent disparaître. Donc on voit là l'opportunité extraordinaire pour le patronat de s'attaquer aux salariés. Et le rêve, en fait, du patronat et des gouvernements liés au capital, c'est d'avoir demain la transformation du salariat en une force de travail disponible à tout moment, mais sans aucun droit. Et ça, c'est un enjeu fondamental pour la période qui va s'ouvrir. Existence du salariat, donc de la classe ouvrière, avec ses organisations, avec ses statuts, avec ses garanties collectives, ou force de travail totalement individualisée et sans aucun droit. C'est donc un enjeu fondamental que nous abordons. Alors ensuite, j'aborde 2 exemples. Télétravail et intelligence artificielle. Télétravail. On vient de passer la période importante de la pandémie où un grand nombre d'emplois, en particulier les emplois de bureau, un grand nombre d'emplois de cadres, ont été transformés en télétravail. Alors, il faut dire aussi qu'un grand nombre de salariés aspirent au télétravail. Ils y aspirent pour des raisons qu'on peut comprendre. A priori, passer plus de temps à la maison, ne plus avoir les temps de transport, être plus autonome dans son travail, y compris avec l'aspiration aussi d'avoir une reconnaissance de leur travail. Et puis, il y a eu 1 an qui s'est passé, et il y a eu une étude réalisée par le GIC de CGT auprès de 15 000 cas. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur cette étude pour comprendre les enjeux, le vécu des salariés depuis 1 an, et tracer quelques pistes revendicatives. Alors, quel est le constat? Rapidement. Augmentation du temps de travail pour les salariés qui ont été en télétravail. Frais nouveaux engagés à la charge des salariés. Matériel, informatique, etc., etc. En termes de santé, développement des maladies musculo-squelettiques, ressenti d'isolement, désocialisation, dépression. Grande économie pour le patronat sur les locaux, la cantine, toute une série d'activités. Le patronat en a profité pour diminuer le coût du travail.
Pendant cette année, les salariés se sont aperçus qu'il y avait un contrôle aggravé de l'employeur via Internet sur leur travail. Et que par ailleurs, la vie syndicale était rendue plus que difficile à travers le télétravail. Ce constat, il est éloquent. Donc à partir de là, nous devons tracer des pistes revendicatives. D'autant plus que la négociation sur le télétravail au niveau national s'est vouée par un échec. Elle a été signée par l'ensemble des organisations patronales, par la CFDT, la CGC, la CGT s'est honorée à ne pas le signer. Car cet accord est un accord de soi-disant bonnes intentions, mais qui en aucun cas oblige le patronat sur quelque question qui soit. C'est donc un accord, c'est du vent. C'est du vent. Il y a des discussions européennes en cours, y compris avec Eurocar, des discussions, des négociations futures, mais il n'y a pas aujourd'hui de véritable accord qui permette aux salariés en télétravail d'être protégés. L'accord qui a été signé, c'est du vent. Donc il nous revient de tracer des pistes revendicatives importantes. Rapidement, la première, c'est que le télétravail doit être choisi et négocié, et non pas imposé. La deuxième revendication, elle est très importante. Et c'est l'aspiration aujourd'hui des salariés, y compris de ceux qui souhaitaient le télétravail, c'est d'avoir au moins 2 jours et demi par semaine de présence sur le lieu de travail. Et un accord possible de réversibilité à tout moment, c'est-à-dire de changer d'avis et de revenir à plein temps au travail. Avec un poste de travail maintenu en permanence dans l'entreprise. On n'en est plus à l'aspiration du télétravail comme il y a un an. Il y a l'aspiration à un télétravail choisi, négocié, avec la possibilité à tout moment de changer. Le paiement des frais nouveaux engagés par le télétravail, les libertés syndicales, les libertés d'information et l'exercice du droit syndical total dans le cadre du télétravail. Alors je ne développe pas, on en reparlera lors de la conférence parce que les camarades amèneront leur vécu, mais on voit bien là des nouvelles revendications qui émergent et dont il faut se saisir et qui sont très importantes. Sur l'intelligence artificielle, alors déjà, d'entrée de jeu, nous disons à notre institut qu'il faut éviter le faux débat du pour ou contre l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle existe, elle est là. Bon. Aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que l'intelligence artificielle, elle est entre les mains du capital. Et la recherche pour l'intelligence artificielle est également entre les mains du capital. Je prends un exemple, et on en reviendra à la même entreprise que celle qu'a citée André, Amazon et Walmart aux États-Unis. Walmart, c'est le carrefour puissance 10, 20, 30 américains, c'est les hypermarchés américains. Ce sont les 2 entreprises aux États-Unis et dans le monde qui investissent le plus sur l'intelligence artificielle. C'est pas un hasard. C'est la bataille pour s'accaparer les parts de marché. Et donc, en s'accaparant par l'intelligence artificielle des nouvelles parts de marché, il y a la volonté de diminuer totalement le coût du travail. Et aux États-Unis, existe aujourd'hui un projet très avancé, avec d'ailleurs des expériences de magasins sans salariés. Auchan en France veut mettre en place des magasins sans salariés. Alors moi je réponds, magasin sans salariés, magasin sans clients. Mais ça fait partie des projets. Et on en revient à travers cet exemple à la question que pose André dans son livre, quel avenir pour le travail vivant? Et quelles conséquences pour l'emploi? Mais en même temps, l'intelligence artificielle, si elle était au service d'une autre société, on pourrait faire des progrès immenses pour toute l'humanité. 2 exemples. D'abord dans la médecine. Le CHU de Dijon, je ne sais pas comment ils ont eu l'argent dans cette période où il n'y a plus d'argent pour l'hôpital public, mais le CHU de Dijon
c'est doté d'un scanner à intelligence artificielle. Les médecins disent simplement qu'ils ont une qualité d'imagerie aujourd'hui qui permet de diagnostiquer la maladie et le traitement de façon plus précoce et donc d'agir mieux et plus vite. Et dans le Var, des urologues travaillent avec Israël. Ils se sont dotés d'une machine nouvelle qui a été fabriquée en Israël, qui permet aujourd'hui de diagnostiquer des cancers de la prostate naissants qu'on ne sait pas diagnostiquer aujourd'hui avec le matériel existant. Et ces urologues disent tous qu'ils évitent le développement du cancer et qu'ils sauvent les vies des gens. Parce qu'ils ont diagnostiqué avec ce matériel un cancer naissant qui n'est pas visible aujourd'hui avec le matériel existant. Donc, l'intelligence artificielle pourrait être un instrument extraordinaire de développement et de progrès de la médecine, mais nous sommes dans le système capitaliste, dans une période de destruction totale de l'hôpital public. Et là, on en revient, on fait le lien entre la crise du capitalisme et les développements possibles. Autre exemple, dans l'organisation du travail, la mise en place de l'intelligence artificielle permettrait tout simplement de faire travailler tout le monde mieux et moins longtemps. Je veux dire que la revendication des 32 heures posée par la CGT, elle a du sens. Et que l'intelligence artificielle est un moyen formidable de faire travailler tout le monde mieux, moins longtemps. Mais dans le cadre de la diminution du coût du travail, ce n'est pas la volonté du capital. Alors ces exemples-là, ils nous amènent à une situation où, dans toutes les grandes entreprises aujourd'hui, les multinationales, et demain, dans d'autres entreprises, l'intelligence artificielle se développe. Je prends un autre exemple, ce sera le dernier exemple, des caisses de retraite. Le groupe Malakoff-Médéric, que je connais bien, c'était 9000 personnes, ils ont racheté il y a un an le groupe Unanis, 3000 personnes. Donc 9 plus 3, 12 000. Un an après le rachat, le groupe qui s'appelle maintenant Malakoff-Humanis, qui a tout regroupé, s'est entre-temps doté d'intelligence artificielle pour gérer l'ensemble des choses. Ils sont revenus à 9000 personnes. Résultat, 3000 licenciements. Donc beaucoup de licenciements de cadres et d'employés hautement qualifiés. Donc on voit bien là que l'intelligence artificielle, elle est utilisée au service du patronat, au service du capital, contre l'emploi et contre y compris les qualifications. Donc ce sont des exemples vivants. Donc quelques pistes revendicatives. J'ai dit au début de mon intervention que l'intelligence artificielle elle était entre les mains du capital ainsi que la recherche. Donc une première piste revendicative qui nous semble essentielle, c'est la création d'un service public de l'intelligence artificielle et de la recherche. Parce que bien évidemment, ce sont des questions d'avenir pour l'humanité et elles doivent revenir au public. Et également la présence des syndicats dans le Conseil du numérique, parce qu'il y a un Conseil du numérique en France, mais les syndicats ne sont pas présents. Toutes ces questions-là, il faut dès demain en débattre dans les entreprises, dans les syndicats, mais en débattre avec les salariés, avec tous les salariés concernés, qui sont aujourd'hui confrontés à l'ensemble de ces mutations technologiques. Il convient aussi d'utiliser les compétences dans la CGT, où on a des chercheurs, on a des concepteurs, on a des ingénieurs à la CGT. Il faut aussi regrouper ces compétences pour aider à la connaissance et à la réflexion. C'est une question très importante. Une autre revendication de fond qu'on propose et qui nous semble du bon sens pour les militants lutte de classe que nous sommes dans la CGT, c'est que toutes les richesses produites par l'intelligence artificielle soient bénéficiaires pour les salaires, la réduction du temps de travail, l'ensemble de l'emploi, la formation et la recherche, et non pour aller dans la poche des actionnaires. C'est une question de fond. Parce que si les gains de productivité de l'intelligence artificielle sont mis au service
des questions revendicatives que l'on pose, on change la donne. Si ça va dans la poche des actionnaires, on n'est plus dans la même situation. Donc voilà, je ne les évoque pas toutes, les pistes revendicatives que l'on propose. Donc en conclusion, la conférence, c'est la conférence pour les salariés, pour les militants de la CGT, qui vont y participer, parce que les camarades qui sont dans le commerce à Carrefour-Mayol, ils vivent ces mutations de telle et telle façon. Les camarades postiers, d'une autre façon. Les camarades dans l'énergie, encore d'une autre façon. En préparant la conférence, on s'est aperçu que tous les salariés sont confrontés à ces questions, mais pas forcément sous la même forme et au même rythme. Et donc là, l'importance de la conférence, c'est qu'on va pouvoir confronter l'ensemble des vécus et à partir de là, dégager ensemble des réflexions, des pistes revendicatives qui vont aider les salariés à s'en emparer dans leurs propres entreprises pour trouver avec les salariés les bonnes réponses à chaque situation. Donc voilà l'enjeu de cette conférence, qui est une conférence quand même un petit peu originale, parce qu'un institut d'histoire sociale décide de faire le lien entre l'histoire sociale et les enjeux syndicaux sur les nouvelles technologies, et c'est nouveau. Nous, il nous a semblé qu'il était de notre devoir de faire le lien justement entre l'histoire sociale, la crise du capitalisme et ces enjeux nouveaux pour le syndicalisme, parce qu'on est là tout simplement pour aider les militants à pouvoir être plus à l'aise, plus forts pour répondre aux problèmes du moment et essayer de relever les défis d'avenir qui sont quand même particulièrement importants.